Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. L'invité du direct reçoit aujourd'hui M. Ali Benouari, président de Nida Al-Watan, organisation politique non encore agréée. On en dira un mot tout à l'heure en fin d'émission. Ancien ministre du Trésor et cofondateur et président de Société Générale Algérie. M. Ali Benouari, bonjour. Oui, bonjour, c'est Hassan, merci de m'inviter. Merci d'être avec nous, c'est la deuxième fois sur Radio M. On ne va pas pouvoir dire que vous êtes un habitué, mais c'est toujours un plaisir de recevoir à nouveau des personnalités pour nous parler, dans votre cas, d'économie et aussi un peu quand même de politique, parce que vous êtes leader d'un parti politique, Nida Al-Watan. On fera le lien entre les deux aspects tout au long de cette émission et plus particulièrement dans sa dernière partie. Première question, vous étiez présent samedi dernier au 7e anniversaire de Djil Jadid, donc vous êtes même monté à la tribune pour prononcer un mot court à côté de Djilali Soufiane, donc à cette occasion. Et vous aviez intrigué un petit peu nous autres, les journalistes présents dans la salle, en parlant d'une stratégie du gouvernement algérien qui consistait à essayer de préserver au plus haut les réserves de change. Mais dans quel but ? Oui, dans quel but ? Le but est très simple. J'avais annoncé, lors de ma candidature aux élections de 2014, j'avais annoncé que si on ratait l'élection de 2014 et en déroulant simplement le programme du président, comme il l'appelle, nous irions vers une disparition des réserves de change en 2019 par simple addition du déficit de 30-35 milliards chaque année. Attendez, c'était avant le contre-choc, hein ? Oui, bien 2014, sûr, bien sûr, bien entendu. Mais enfin, il était clair qu'on ne pouvait pas continuer à marcher sur la tête et que les mêmes causes engendrant les mêmes effets. Le programme tel qu'il était appliqué déjà depuis 3 mandats ne pouvait conduire qu'à l'aggravation des déficits externes et internes. En déroulant tout cela, j'aboutissais à une situation très dangereuse en 2019, c'est-à-dire le fonds de régulation de recettes mis à zéro, les réserves de change anéanties, et à ce moment-là, bien entendu, il était clair que non seulement le pays se retrouverait dans une situation catastrophique, mais que le pouvoir partirait et qu'il ne pouvait pas survivre à cela. Bien entendu, ce type de message ou ce type d'alerte, le pouvoir les prend, vous savez, il vous écoute, il écoute, il ausculte la société à travers les médias, il guette nos angoisses, il écoute nos alertes, mais évidemment pas pour faire, comme on pourrait le penser, de la bonne politique, mais toujours sous l'angle de la préservation du pouvoir. Et donc, la crise étant arrivée vers 2015, ce que je disais ne pouvait que se réaliser, et il y avait à la disposition du pouvoir 2 options, et pas 3, et pas plus, 2. C'est soit des réformes structurelles, comme on en avait fait en 1988, consécutivement à la baisse du pétrole de 86-87, ou des réformes politiques et institutionnelles, des réformes structurelles, mais des réformes structurelles dont je disais qu'elles n'avaient de chance de réussir que si le socle sur lequel elles étaient assises, comme en 88, le référendum du 3 novembre, la Constitution de février 89, c'est cela qui a assuré le succès des réformes. C'est un socle de politique nouveau, avec un renouvellement, une ouverture du jeu politique. Bien sûr. C'est ça. Donc, ça a assuré aux réformes de Mouloud Hamrouch, le maximum de chances de réussite. Malheureusement, vous savez ce qui s'est passé et pourquoi elles n'ont pas abouti. Donc, je me disais, le pouvoir ayant ces 2 options, il ne pourrait choisir que la première ou que la deuxième des 2 options, c'est-à-dire préserver coûte que coûte les réserves de change. Parce que s'il ne le faisait pas, eh bien, il se retrouverait démuni, il n'aurait plus de dinars, il n'aurait plus de devises, et là, c'est clair, son départ aurait été clair. Mais et donc, même, il a fait... La politique conduite par le gouvernement, par le pouvoir, a consisté, sinon on ne peut pas comprendre ce qu'ils ont fait, à réduire les importations pour préserver les réserves de change. Alors, on peut quand même
Monsieur Ali Benouari se posait comme la question de savoir si finalement le résultat n'est pas le même. Quand on réduit beaucoup les importations, on crée les tensions qu'on veut éviter en conduisant une autre politique. Et donc finalement, in fine, peut-être que c'est contre-productif. Bien entendu. Et croyez-moi, je n'ai pas arrêté, puisque je suis présent sur la scène, attentif à l'évolution de l'économie, à l'évolution des crises, de la crise sociale. Et je n'ai pas arrêté de dire que de toute façon, le choix de l'option de préserver les réserves de change pour prolonger la survie du régime est une mauvaise solution. Et j'avais dit, le régime n'a plus que de mauvaises solutions entre les mains. Pourquoi ? Mais parce que la volonté de réduire coûte que coûte les importations signifiait ipso facto que le gouvernement allait diminuer le pouvoir d'achat des gens, manger moins, consommer moins, donc importer moins. Et arrêter donc d'acheter la paix sociale, arrêter d'augmenter les salaires, et j'avais prédit des émeutes à répétition qui iraient crescendo jusqu'à leur point d'orgue de 2019, même si les réserves de change restaient à un niveau relativement confortable. Ali Benouari, nous ne sommes plus à la salle d'Algérie, nous ne sommes pas dans un meeting politique, on va essayer d'être froid devant une situation. Oui. On est en 2015, 2016 d'ailleurs, on a fait à peine plus de 30 milliards de dollars de revenus, 26 milliards d'ailleurs, de revenus d'exportation pour Sonatrach, ce qui est un vrai crash. Autant que le Maroc. C'est un vrai crash sans hydrocarbures. Est-ce qu'on peut raisonnablement ne pas réduire les importations ? On était à 60 milliards de dollars en 2014, hors service. C'est une question absolument pertinente et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. Je disais, le pays marche sur la tête. Cela signifie que l'argent ne va pas là où il devrait aller. Quand on dit réduire les importations, oui, ça se faisait à l'époque de Boumedienne, voire de Chedli, les AGI. L'État définissait une enveloppe globale d'importation à l'effet de rétablir les équilibres quand ils étaient compromis. Mais aujourd'hui, l'économie est essentiellement privée. L'économie est ouverte. Les importateurs s'inscrivent dans un contexte international totalement nouveau, national et international. Nous avons des accords d'association, de libre-échange avec les pays arabes, avec l'Union européenne. Comment donc allez-vous interdire à des privés d'importer ? Surtout qu'il y a une demande, et souvent les demandes qui sont exprimées ce ne sont pas des demandes forcément de luxe. Ce sont des demandes qui sont inhérentes à la faiblesse de la production et au dysfonctionnement à tous les niveaux. Par exemple, vous décidez d'interdire l'importation des carburants, les voitures resteraient au garage. Vous décidez d'augmenter, de doubler ou tripler le prix des carburants, les voitures resteraient au garage, et je vous laisse imaginer le chaos. Et donc, on ne peut plus réduire les importations comme autrefois, surtout que la balance des services dont personne ne parle jamais, les importations, ce n'est pas seulement les biens, il y a les services, et ceux-là, croyez-moi, ils sont plutôt incompressibles. Alors, tout de même, quand on est dans une situation de déficit de la balance des paiements, comme nous sommes en train nous le sommes en Algérie depuis 2014, comment se fait l'ajustement ? Vous avez vécu une période de ce type-là entre 88 et 92. Vous avez été ministre même à un moment donné, en 91, ministre du Trésor, donc en première ligne face à cette problématique du budget, de l'équilibre du budget. Comment on fait ? Est-ce que l'ajustement ne passe pas quand même par une réduction des importations et des services ? Vous faites bien de rappeler cette période parce que j'ai été au cœur de la dette, des questions de dette et de finances d'octobre 1988 jusqu'à février 1992, jusqu'à mon départ. Je gérais la dette pour le compte du Premier ministre, Merbah, puis du ministre des Finances, Rosali, puis du ministre de l'Économie, Hidoussi, avant d'être appelé au gouvernement. Donc, ces préoccupations me sont, croyez-moi, très familières. Maintenant, vous me posez une question directement. Peut-on faire autrement que de diminuer les importations ? Moi, je vous dirais tout simplement, la question ne se pose même pas. Bien entendu que le niveau des importations doit, mais je dirais rationaliser les importations, faire en sorte que les produits qu'on importe soient nécessaires à l'économie nationale et aillent là où elles doivent aller. Mais réduire les importations, c'est réduire la demande, forcément. Ça veut dire que si on ne faisait que ça, on ferait une politique de la demande et pas une politique de l'offre. C'est-à-dire qu'on rétablirait les équilibres à un niveau bas qui induirait une récession, donc plus de chômage.
Est-ce cela que l'on veut? C'est certainement pas. Or, c'est exactement ce que fait le gouvernement. Alors, une manière qui serait peut-être plus intelligente que la main de l'administration pour allouer les ressources, notamment dans le cas des importations, est-ce que c'est pas un réajustement de la valeur du dinar? Est-ce que c'est pas la dévaluation du dinar? J'allais y arriver. Puisque dans les questions que vous m'aviez aimablement envoyées avant cette émission, vous aviez parlé des problématiques du financement non conventionnel, donc toutes choses liées aux importations, de la problématique du taux de change, etc. Je vais prendre la problématique du taux de change. Cela fait, depuis 2005, cela fait donc 13 ans que je n'arrête pas d'écrire sur ce sujet. Et croyez-moi, bien avant, puisque déjà dans Rupture, dans une des chroniques de Rupture, j'avais intitulé une chronique, puisque le même problème qui se pose aujourd'hui se posait dans les années 90. En 1993, 92 et 93, toute l'Algérie, toute la presse, tous les économistes parlaient de l'érosion du dinar. Et comment éviter ce glissement inexorable du dinar et réduire l'écart entre le taux de change officiel et le taux de change parallèle, ce qui m'avait amené à donner comme titre à cette chronique « Érosion du dinar » ou « Érosion des idées ». Elle garde toute son actualité. Aujourd'hui, la problématique du taux de change, que j'avais abordée encore très longuement en 10 chapitres en 2005, et vous aviez vous-même été animateur des débats qui ont tourné autour de cette question, où Yahya ne voulait absolument pas voir abordée, c'était: avons-nous une politique de change? Est-ce que cette politique de change sert l'économie nationale ou pas? En d'autres termes, est-ce qu'elle aboutit à une dilapidation des ressources nationales, notamment des ressources en devises, ou au contraire, est-ce qu'elle va vers la réhabilitation du travail et du travail productif? La question était évidente, elle est toujours. Le taux de change actuel, tel qu'il est administré, puisque nous avons une gestion administrative du dinar, ne permet ni d'opérer les ajustements nécessaires en douceur, en souplesse, afin qu'on ne soit pas obligé, comme après le rééchelonnement. Je vous rappelle qu'entre 1994 et 1997, nous avons été amenés à dévaluer brutalement de 400%. Est-ce cela que nous voulons? Je l'avais dit en décembre 2005, en disant « Il nous faut une politique de change qui permet d'ajuster graduellement le taux de change à l'état de l'offre et de la demande et trouver le moyen d'éliminer la différence entre le taux parallèle et le taux officiel qui est en train de détruire notre pays. On peut aborder Monsieur Benouari, Monsieur Mohamed El-Khsassi, l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, n'a-t-il pas quand même mené cette politique d'ajustement de la valeur du dinar et de son taux de change entre juin 2014, début du contre-choc, et la date de son départ, 2 ans après? Et on a le sentiment que, en fait, c'est depuis qu'il est parti que le nouveau gouverneur de la Banque d'Algérie, M. Loukal, a décidé de stopper. Enfin, décidé ou avait comme mission de ne plus... Il y a du vrai. Je ne connais pas les raisons véritables qui ont conduit au départ de C. Mohamed El-Khsassi, pour lequel j'ai beaucoup de respect, mais enfin qui était quand même un serviteur de l'État. Je ne suis pas et je ne peux pas être d'accord avec tout ce qu'il a fait, mais enfin c'est vrai qu'il avait à cœur cette problématique-là, ce que n'a pas son prédécesseur. Donc son successeur. Donc il est très possible que son départ ait facilité les dérives que nous constatons, notamment le financement non conventionnel, parce que C. Mohamed El-Khsassi c'était réellement un macroéconomiste très très fort et qui avait à cœur de lire les recommandations du Fonds monétaire international et d'en tirer la substantifique moelle. Il en gardait toujours le fond de sagesse et de bon sens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On fait semblant de négocier avec le FMI, qui est là, dans nos murs, aujourd'hui. Mais croyez-moi, le malentendu qu'il peut y avoir entre le Fonds monétaire international, une institution technique, et une autorité politique, n'aura jamais été aussi large. C'est-à-dire que le Fonds monétaire, évidemment, ne peut pas recommander ce qu'il faut exactement faire. Donc le gouvernement prend quelques aspects du programme du FMI, des recommandations du FMI, mais rejette l'essentiel, c'est-à-dire ce qui fait la profondeur de ces réformes. Alors, tout de même, vous avez l'air
un peu déploré le recours à ce quantitative easing à l'algérienne, hein, les politiques de financement non conventionnel. Il y a des économistes qui disent qu'il y a de la marge pour le faire pendant un certain temps et que peut-être il valait mieux commencer par cela avant d'avoir à revenir sur le marché financier international. On va en dire un mot. Monsieur le docteur d'État Nour Mdahi est une des ressources qui a préconisé une forme de quantitative easing sous certaines conditions. Peut-être que ces conditions aujourd'hui ne sont plus respectées. Vous dites que c'est une vraie prise de risque qui risque de faire déraper l'inflation. Juste en dernier mot, Monsieur Ahmed Ben Mitour, ancien Premier ministre, a déclaré ici à cette antenne que nous allions on était sur un sentier d'hyperinflation qui pouvait passer vite à 3 chiffres. Bien sûr, je souscris totalement à cette idée-là. Que j'avais développé, puisque j'ai écrit un des premiers, le lendemain, j'ai dit ce que je pensais de cette escroquerie intellectuelle et politique. Parce que tout de même, de quoi il s'agit ? Quand je disais tout à l'heure qu'il n'y a plus que de mauvaises solutions, que le régime n'avait plus que de mauvaises solutions, ayant écarté les bonnes, c'est-à-dire les ajustements structurels avec leur soubassement politique, et ont épuisé et ont décidé de ne pas continuer à creuser sur les réserves de change, et ont instauré des licences d'importation avec effet, on a vu que leur effet est limité, et ont essayé d'augmenter les tarifs des services publics, et il a vu tout de suite que les émeutes constituaient une limite qu'il ne pouvait pas franchir. Mais on doit admettre comme jusqu'à maintenant, ça s'est plutôt correctement passé. Pour l'essence, personne n'est sorti dans la rue pour... Oui, mais vous allez voir que ça va aller crescendo. C'est le phénomène inflationniste classique, c'est-à-dire qu'une mauvaise décision que vous prenez maintenant a un effet retard. Il a refusé de taxer les grosses fortunes, il a refusé de prendre l'argent où il était. L'argent est à l'étranger pour une très grande partie. L'argent qui a été volé aux Algériens est à l'étranger. Je ne veux pas faire de jugement de morale. Ce n'est pas mon rôle en tant qu'économiste. En tant que politique, oui, mais en tant qu'économiste... vous avez le droit de le faire, alors. Mais en tant qu'économiste, je dirais, il faut amnistier ces fonds. Il faut créer les conditions, pas une amnistie comme ça, c'est trop facile. Il faut créer les conditions, c'est ce que j'ai appelé dans mon programme, la réforme monétaire et fiscale. S'attaquer aux sources de l'évasion fiscale. Rapatrier l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire à l'étranger et dans le circuit informel, dans le marché noir. Rapatrier cet argent, augmenter taxer les grosses fortunes, voilà déjà qui peut amener des ressources fiscales. Est-ce qu'on l'a fait ? On a tenté de le faire, M. Boumari. Alors, qu'est-ce qu'ils ont tenté de faire ? Les souscriptions des emprunts publics, l'émission d'emprunts publics, n'est-ce pas ? Mais l'émission d'emprunts publics, là aussi, c'était une forme, je ne dirais pas d'escroquerie intellectuelle ni d'erreur politique majeure. Je dirais tout simplement que c'était essayer pas pu par, je pense, méconnaissance des mécanismes de fonctionnement de l'économie. Par exemple, je n'aime pas les abstractions inutiles. Il était évident qu'après la crise de 2015, les ressources du Fonds de régulation de recettes allaient finir par disparaître, puisque c'est elle qui finançait le déficit budgétaire, qui était plus important qu'aujourd'hui au demeurant. Il était clair que les liquidités des banques allaient servir à financer à la place, au lieu et place du Fonds de régulation de recettes, le déficit du budget. Mais quand on dit, parce que c'est cela la problématique, quand le Trésor a un déficit budgétaire et dans une impasse budgétaire pour des milliers de milliards de dinars, où est-ce qu'il va chercher cet argent ? S'il a refusé de taxer les riches... 1400 milliards de dinars. Oui, s'il a refusé de taxer les riches, s'il a refusé de rapatrier l'argent qui a été soustrait au peuple qui est à l'étranger, s'il refuse de recycler l'argent qui est au noir, qu'est-ce qu'il lui reste à faire ? Qu'est-ce qui reste ? Nécessairement, demander aux banques d'État d'acheter ces bons du Trésor, c'est-à-dire de prêter au Trésor. Une fois que ceci a été fait, et avant même que cela ne fût fait, j'ai dit, mais ils vont assécher les liquidités bancaires. Une fois qu'ils ont asséché les liquidités bancaires, ils ont émis ces fameux emprunts publics. Les banques n'avaient plus d'argent pour y souscrire. Et alors on a dit, on va offrir un taux d'intérêt intéressant pour que les privés, l'argent qui est au noir revienne. Mais l'argent qui est au noir n'a pas été au noir parce qu'il n'est pas suffisamment rémunéré. Il a été au noir parce qu'il ne veut pas payer d'impôts, parce que c'est trop tard. S'il revient, on l'attrape, on le met en prison. Donc,
précise, technique, dans la tentative de ramener une partie de ce flux d'argent qui est au noir parce qu'il a voulu échapper au fisc. Il y avait cette loi sur cette tentative, donc loi sur la mise en conformité fiscale. Donc ramenez votre argent et vous êtes taxé de manière forfaitaire à 7%. Vous pensez, M. Ali Benouali, que 7% c'était trop haut? Pas du tout. La question n'est pas là. Il n'y avait pas de confiance en dépit de cela. Il n'y a pas de confiance. Comment voulez-vous que des gens qui ont triché ou qui ont été amenés à tricher par un pouvoir, par un système qui est ce qu'il est, un système administratif, politique, fiscal, puissent faire confiance, parce que ce système n'a pas changé. D'où le recours au financement non conventionnel. Mais quand je dis que c'est une escroquerie intellectuelle, je le dis pourquoi. Pourquoi ? Mais parce que c'est tout simplement, je l'ai dit avant M. Yahya, je lui sais gré au moins de dire la vérité. C'est-à-dire, quand il a échoué, il dit « j'ai échoué ». Quand il dit « on n'a pas de quoi payer les salaires », c'est vrai, il faut le croire. Cela signifie que, vous savez, c'est Ihsan, si votre entreprise n'a pas d'argent pour payer ses salariés, elle fait faillite et elle ferme. L'État ne ferme pas et ne fait jamais faillite. Tous les États, notamment les États en guerre, sous tous les siècles, eh bien, ils impriment des billets parce qu'ils ne peuvent pas faire faillite. Et donc, pour camoufler cet état de faillite, pour ne pas que l'on voit que l'impression, ce que j'ai appelé des faux dinars, que l'impression des billets, la machine, la planche à billets, n'est pas le résultat d'un échec, d'une faillite, mais le résultat d'une politique, on a habillé cette politique sous le nom de financement non conventionnel. D'où escroquerie intellectuelle. Dites-moi donc, c'est Ihsan, quelle est la différence entre fabriquer des billets de banque sans demander l'avis de personne, comme cela a été fait souvent depuis l'indépendance, et fabriquer des billets sous couvert de financement non monétaire. L'autre aspect de l'escroquerie, c'est que quand on veut jouer au quantitative easing, etc., qui répondait à des marchés sophistiqués, qui convenait de dynamiser, il fallait passer du court terme au moyen terme au long terme. C'était très, très adapté à un contexte particulier. Dites-moi donc, quand ils disent que nous utilisons cela pour 5 ans et pas plus, est-ce qu'ils disent s'ils vont rembourser au bout de 5 ans ? Ils ne le disent pas. Cela signifie quoi ? Que c'est de l'argent qui est définitivement donné. Enfin, rassurez-nous, il y a des souscripteurs privés qui ont acheté du papier souverain et qui attendent d'être remboursés. Non, mais je ne parle pas de cela. C'est epsilon, c'est une petite Parlez marge. des institutionnels. Je vous parle de la création monétaire, du financement. Qui ne va pas être effacé. On appelle ça le financement monétaire de l'économie. Est-ce des avances remboursables ou non remboursables ? Je prends le pari avec vous que ce ne sont pas des avances remboursables. Et quand bien même elles devaient l'être un jour, ce serait avec un dinar très, très déprécié sous l'effet de l'inflation qui va se manifester. En un mot, le Trésor public ne va pas rembourser la Banque d'Algérie. Bien entendu. Et je vous dis encore une fois, même s'il devait rembourser un jour, il rembourserait avec des dinars tellement dévalués, sous-évalués en termes d'inflation. C'est-à-dire que l'inflation, finalement, fera que les gens seront... Enfin, que le Trésor sera remboursé avec de l'argent qui ne vaut pas... Que la Banque centrale sera remboursée avec de l'argent qui ne vaut pas grand-chose. Monsieur Ali Benouali, est-ce qu'il n'y a pas une incohérence quand vous déplorez à la fois et en même temps de ne pas avoir taxé les riches et de ne pas avoir eu une politique audacieuse d'amnistie fiscale ? Pas du tout. Cette question d'amnistie fiscale, je la refuserai de toutes mes forces si elle devait être décrétée aujourd'hui sans, encore une fois, les réformes politiques et institutionnelles qui l'accompagnent. Qui est habilité aujourd'hui à amnistier des gens qui ont triché ? Vous, moi, le pouvoir, personne. Seul un peuple souverain qui exerce ses responsabilités à travers ses élus, responsables devant le Parlement, et lesquels parlementaires sont responsables devant le peuple, peut prendre une décision d'une telle importance. Et j'ajoute sur un plan technique qu'une mesure d'amnistie fiscale, à elle seule, ne peut pas marcher. Il faut l'intégrer dans ce que j'ai appelé une réforme monétaire et fiscale, dont je peux vous dire les 2 ou 3 grands traits. Oui. Si vous voulez. Oui, la réforme monétaire et fiscale, vous avez cité la flat tax. Alors, c'est réunir les conditions objectives pour que les gens retrouvent confiance dans leur monnaie et dans leurs institutions. Retrouver confiance dans leurs institutions, c'est une fiscalité qui soit acceptable et qui
induit au départ peut-être moins de recettes, j'ai parlé de 10%, une flat tax de 10%, mais qui a l'effet singulier d'élargir l'assiette fiscale à l'ensemble des Algériens. Autrement dit, au final, on s'y retrouvera. Donc ceci fera que, en début de chaque année, les entrepreneurs vont se précipiter au guichet des impôts pour dire « j'ai fait 100 milliards de chiffre d'affaires, ça fait 10%, ça fait 10 milliards, prenez, je vous donne 10 milliards, laissez-moi, j'ai du travail, je retourne au travail ». Personne ne fuira devant l'impôt, on n'aura plus besoin d'experts comptables qui vont chercher à maquiller les comptes, on n'aura pas besoin de redressement, et là, croyez-moi, la relation entre le contribuable et l'État changera du tout au tout et les gens retrouveront confiance dans leurs institutions et dans leur monnaie aussi, parce qu'il y a un lien, voyez-vous. Est-ce qu'on n'a pas raté le coche pour faire cette réforme-là au moment où la fiscalité pétrolière était très haute ? J'avais dit, en fin 2013, début 2014, quand j'étais encore en campagne électorale, si nous ratons l'échéance de 2014, c'est l'élection de la dernière chance. Pourquoi ? Je l'ai dit, ce n'est pas par opportunisme politique. Je l'ai dit parce que il est clair qu'on peut plus facilement financer des réformes en situation d'aisance financière que quand on n'a pas d'argent. Parce que les réformes que nous devons entreprendre, structurelles, profondes, qui touchent tous les secteurs, sont tellement coûteuses, ISN, tellement coûteuses que je ne vois pas comment demain on pourra les financer dans de bonnes conditions. Et quand je dis dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qui n'impactent pas le pouvoir d'achat des gens et qui ne nous conduisent pas à un endettement extérieur excessif et qui n'induisent pas de l'inflation, etc. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons raté le coche et nous nous retrouvons dans une situation où la moindre des réformes sera difficile à financer. Alors, les gouvernements ont plus ou moins renoncé donc à taxer les riches, à attirer cette partie de l'épargne domestique qui est dans le marché parallèle ou à l'étranger, pour les raisons que vous avez citées. Est-ce que l'Algérie peut se permettre encore, par exemple, compte tenu de la courbe sur laquelle elle est en termes de déficit de la balance des paiements, renoncer au financement international et renoncer à avoir une plus grande attractivité des capitaux étrangers pour soutenir l'investissement. Vous avez cité d'ailleurs dans ce meeting les besoins démographiques auxquels l'Algérie va faire face dans les prochaines années, qui font qu'on a besoin d'un taux de croissance au moins supérieur à 4% tous les ans pour faire face à tout cela. Pardonnez-moi si je reviens juste quelques minutes sur cette réforme monétaire et fiscale. Elle est trop importante, puisqu'elle vient, pour moi, juste après ou au-dessus des réformes politiques et institutionnelles. La fiscalité est à revoir de fond en comble. Elle ne doit plus servir de redistribution, de facteur, de mécanisme de redistribution. Supprimer les niches fiscales. Tous les gens doivent payer 10% d'impôts. Ça facilite les choses. L'administration, plus de paperasse, plus de passe-droit, plus de pistons, plus de redressement injustifié. Et les gens se consacreront à ce moment-là à leur travail. Et l'investissement sera beaucoup plus facile. Il sera encouragé dès lors que vous n'avez pas un État gourmand qui vous prend 30% ou plus de ce que vous gagnez, qui est contraire à la mentalité algérienne. Mais ça ne serait pas suffisant si on ne l'accompagnait pas d'une réforme monétaire. Et réciproquement, une réforme monétaire ne peut pas réussir sans réforme fiscale. Un dinar débarrassé de 2 zéros à titre symbolique. Une nouvelle parité, par exemple, 1 euro égale 2 dinars. Changer les billets de banque. L'amnistie fiscale venant réintroduire dans le circuit officiel des centaines de milliards de dollars ou de dinars, parce que j'évalue personnellement à plus de 200 milliards de dollars l'argent détenu par des Algériens à l'étranger et à peut-être 2000 milliards de dinars qui sont au noir. Cet argent affluerait dans les caisses et servirait à financer les réformes, et les gens auraient confiance parce que ce dinar deviendrait convertible. On leur donne l'amnistie, on leur donne la convertibilité fera disparaître la dualité du taux de change parallèle officiel qui permet aux margoulins d'importer au taux officiel et de sous-déclarer. Surfacturer les importations en gardant une partie à l'étranger, et cette partie à l'étranger qu'ils gardent, ils la revendent au taux parallèle et la pompe, la pompe de l'évasion fiscale et de l'enrichissement illicite se poursuit sans fin. Il faut donc faire comme les Allemands dans les années 40, comme les Français à la fin des années 50, comme les Turcs de Turgut, la Turquie de Turgut Özal, dont personne ne sait quelle est à l'origine du succès de la Turquie d'aujourd'hui. Ce n'est pas Erdogan qui a fait les succès économiques de la Turquie, c'est la réforme monétaire et fiscale de M. Turgut Özal. Avec le dinar lourd, le franc lourd et le mark lourd. Les Israéliens
avaient une inflation à 2 chiffres, comme les Turcs. Et le jour où ils ont instauré la convertibilité totale de leur monnaie, qui était objet de mon papier, de mon plaidoyer de 2005, eh bien, ils ont créé une dynamique, ils sont rentrés dans un cercle vertueux. Mais naturellement, tous les conservateurs qui tiennent à leurs privilèges, n'ont pas manqué d'attaquer ce type de réformes qu'ils ont considérées comme dangereuses pour le pays, alors qu'elles sont dangereuses pour eux-mêmes et salutaires pour le pays. Et je vais vous donner une anecdote qui certainement va intéresser beaucoup de gens. En 2005, je voulais créer une espèce de lobby auprès des hommes d'affaires algériens. J'ai été voir, entre autres, Issaad Rabrab, mon ami Issaad. Et je lui ai dit, Issaad, aide-moi, mais je sais pas moi, 100 000 dinars pour qu'on puisse faire des conférences, etc. Il m'a longuement écouté. Et il va écouter ce propos et j'aimerais qu'il réagisse. Et après une demi-heure peut-être de plaidoyer, il m'a dit « Mais Ali, tu n'as pas compris, je suis contre la convertibilité du dinar. » Alors que je venais de lui expliquer qu'en tant qu'entrepreneur, il aurait plus de marge de manœuvre, plus de souplesse et qu'il gagnerait au change. Le moment est arrivé, hélas pour lui, hélas pour le pays, que dans le cadre de ses investissements à l'étranger, notamment en Italie, mais pas seulement, la Banque centrale lui a bloqué ses transferts au point qu'il a déclaré « Comment est-ce qu'on m'empêche de transférer mon argent ?» Eh bien, mon cher Issaad Rabrab, on t'a empêché de transférer ton argent parce que tu as rejeté ce que j'ai proposé en 2005. Oui. Voilà. On espère l'avoir d'ailleurs sur ce plateau, Issaad Rabrab. Ça fait longtemps qu'il n'a pas pris la parole sur les questions économiques et peut-être avoir sa réaction sur ce que vous venez de dire, M. Ali Benouari. Alors, le modèle, on a bien compris, la réponse n'est pas suffisante, ce n'est pas la bonne. Elle vise surtout à préserver le pouvoir, la réponse au contre-choc. Maintenant, si on se projetait un peu plus en avant, on parle d'un nouveau modèle économique, de diversification des exportations, d'une nouvelle insertion dans l'économie mondiale, pas seulement une insertion primaire par la vente de l'énergie, donc ce qui est exactement le type d'une insertion primaire. Est-ce que ce n'est pas trop tard pour l'Algérie de faire cette mutation? Quand on voit un peu la compétition, l'attractivité du capital, par exemple, dans les pays voisins, etc., est-ce qu'on est en mesure de rattraper ce retard? Vous savez, il pèse sur nous, sur les élites algériennes, sur les économistes, mais aussi sur les politiques, une immense responsabilité. C'est celle de dire la vérité, de chercher à comprendre et de dire la vérité. Notre pays est dans une situation est en danger. C'est une situation tellement catastrophique qu'elle fait craindre pour notre avenir, mais les gens ne voient pas loin. Ils voient simplement ce qui rentre dans leur portefeuille, ce qu'ils peuvent acheter. Aujourd'hui, ils ne voient pas l'avenir. Regardez, prenons nos 2 voisins, le Maroc et la Tunisie, d'où ils sont partis, où ils sont arrivés aujourd'hui. Prenez, par exemple, on peut prendre, vous savez, comme à l'époque où j'avais pris tous les critères de Doing Business, l'indice de Davos, tous les indices de corruption, de climat des affaires, ils étaient parlants. Et pourtant, est-ce qu'on en a tiré les conséquences? Pourtant, ce n'est pas moi, ce sont des indices probants, neutres. Bien aujourd'hui, quand on me parle, moi, de la règle de 51-49, instaurée par Ouyahia, le pseudo-savant de notre pays, je n'ai pas manqué, quant à moi, mais beaucoup d'autres ont crié au danger, comme l'histoire des crédits documentaires. Nous avons fait exactement le contraire de ce qu'il fallait faire et le contraire de ce que nos voisins ont fait. Eux se sont inscrits dans la division internationale du travail, dans la problématique des délocalisations. Ils ont pu, aujourd'hui, par exemple, le Maroc exporte autant que l'Algérie, 27 milliards de dollars. Revenez 10 ans en arrière. Nous exportions presque 100 milliards de dollars et ils n'exportaient presque pas près que 10 milliards. De 10% de nos exportations, ils sont arrivés à exporter autant que nous. Mais le plus grave, la Tunisie, idem, la même courbe, ils exportent près de 20 milliards de dollars. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Eh bien, je l'ai dit aussi, au risque de me répéter, ils ont mis 60 ans de dur travail, à transpirer pour arriver à ces chiffres-là. Et c'est là la réponse à ma question? Il nous faut 60 ans pour rattraper ce gap? Si on devait se retrousser les manches aujourd'hui, je crains, mais bien entendu, dans un contexte hors pétrole et gaz, parce que le pétrole et le gaz, ils masquent à la fois, ils financent
nos problèmes. Il nous empêche de voir les vrais problèmes. Mais le pétrole et le gaz, si le pétrole et le gaz, les exportations venaient à manquer, alors il nous faudrait un demi-siècle pour rattraper la Tunisie et le Maroc. Sans compter que les industries qui se sont installées chez eux ne viendront pas ici parce qu'elles s'installent dans une optique mondiale. Les voitures fabriquées au Maroc, vous croyez que c'est destiné au Maroc ? Le Maroc a réussi, comme la Tunisie, à attirer des IDE par milliers. Dans le seul secteur aéronautique, ils ont 23 sociétés aéronautiques qui sont installées au Maroc. Ils produisent des pièces pour des Airbus, pour Monsieur des navettes Benouari, un raccourci stratégique et historique pour rattraper ce gap, ce serait peut-être un marché commun maghrébin ? Bien entendu. Là aussi, vous soulevez un problème auquel je me suis longtemps intéressé. Et j'avais écrit d'ailleurs récemment, j'étais passé à la télé chez le Café Europa en disant le temps est venu pour les peuples maghrébins de dire assez. Assez. Nous voulons des politiques qui nous méritent, des politiques qui soient conscients que notre avenir est régional. Il nous faut avoir la dynamique régionale qui nous permet de produire plus, d'exporter plus, d'avoir des champions régionaux dans tous les domaines et internationaux, et non pas s'intéresser au seul marché local pour lequel non seulement chaque pays est désavantagé en travaillant seul, mais dans lequel nous sommes encore plus désavantagés que les Marocains et les Tunisiens. Plus qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un marché régional. Oui, ce n'est pas toujours perçu ainsi par les autorités algériennes, qui pensent toujours, comme dans les années 80, que l'ouverture du marché un marché commun maghrébin va profiter plus aux voisins. C'est à cause de la politique des subventions. Bien sûr. En fait, donc, c'est un préalable qu'il faut régler. Bien sûr. Et encore une fois, où nous avons des politiques intelligents qui mènent des politiques intelligentes, et on verrait à ce moment-là tous les problèmes dans leur ampleur, dans leur dimension, où on continue à avoir des politiciens soucieux de garder leur pouvoir et qui mènent des politiques étriquées, donc nationales, chauvinistes, arrogantes, etc. Alors que s'ouvrir n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Alors, on a reçu à Radio 1 M. Abdelhamid Tammar, ancien ministre pendant 13 ans sous Bouteflika, qui nous a dit à un moment donné dans l'entretien que, évidemment, l'Algérie avait besoin de s'industrialiser, mais que lui ne voyait pas le secteur privé algérien développer le cœur de l'industrie, les industries qui sont les plus hautement capitalistiques, parce qu'il y a beaucoup de risques à prendre dans la sidérurgie, la métallurgie, la mécanique, il y a aussi l'électronique, mais là, ça a changé depuis. Est-ce que vous partagez ce pessimisme par rapport à la capacité des capitaines d'industrie algérienne à industrialiser l'Algérie ? Pardonnez-moi, mais s'il n'y avait le côté tragique de l'affaire, il me ferait rire. Il me ferait rire. Prenez, il y a une chose, vous savez, seuls les chiffres. Il faut laisser les chiffres parler, et les chiffres ne mentent pas. Prenez, nous étions un pays plus industriel que la Tunisie et le Maroc. Nous avions vocation à devenir le pays industriel du Maghreb, l'industrie lourde, qui devait développer, générer le secteur 2, rappelez-vous, des industries légères. Nous avons échoué dans les deux cas et aujourd'hui, en industrie lourde, la Tunisie et le Maroc nous dépassent et je ne parle pas des industries légères. Si vous prenez la structure de leur PIB, elle est parlante. Vous avez en Tunisie et au Maroc le poids de l'industrie qui est à peu près de 15% contre 3,6% pour l'Algérie. Et si vous prenez les autres secteurs, les peaux et cuir, la confection, la chimie, la pharmacie, dans tous ces secteurs, ils nous dépassent et ces succès sont reflétés dans le poids de ces secteurs dans le PIB. Si vous prenez par contre l'Algérie, vous verrez que le secteur minier est prépondérant. Le secteur minier pèse à peu près 50% du PIB. Là où au Maroc, il ne pèse peut-être que 5%. Mais le secteur industriel qui, lui, crée de la valeur ajoutée, qui sert à exporter, le Maroc et la Tunisie exportent des biens manufacturés comme des pays développés, je dis comme des pays développés. Avec des contenus technologiques qui sont en hausse, de plus en plus en hausse. Alors que l'Algérie continue à produire comme un pays sous-développé des produits bruts et importe des produits manufacturés. Ma question c'était, est-ce que c'est la faute à la faiblesse du privé algérien ? Comme le dit M. Tammar. Non. Le privé algérien n'a jamais fait que s'adapter au système. Le système l'empêche de produire, il va faire du commerce. Il l'empêche d'exporter, il va faire seulement qu'importer. Il l'empêche
de travailler, de fluidifier ces échanges par des banques performantes, il va développer le marché noir. Il crée des freins bureaucratiques. Le privé va utiliser la corruption, il va soudoyer des fonctionnaires pour arriver à son but. Le privé que nous avons n'est que l'ombre projetée de ce système. Mais pour autant, est-ce que nos privés sont moins intelligents, moins dynamiques que les privés tunisiens, marocains ou allemands ou chinois ? Pas du tout. Donnons de bonnes conditions à nos privés et ils feront des miracles. Je m'inscris donc en faux contre ce que dit M. Temmar, surtout qu'il a exercé, circonstances aggravantes, des responsabilités au plus haut niveau. Alors, très bien de le dire comme ça m'offre une transition. Le privé algérien, l'ombre portée du système, ça veut dire qu'il dépend beaucoup de la commande publique. S'il est l'ombre portée, c'est le cas. C'est un peu la structure de l'économie algérienne. Bien sûr. Est-ce que aujourd'hui, on n'est pas arrivé à un moment où, dans l'intérêt du développement, notamment le développement de la bourgeoisie algérienne par la construction d'un capitalisme national, il faille que cette bourgeoisie prenne ses responsabilités politiques. Jusqu'à maintenant, elle vit sous la tutelle du régime Bouteflika, qu'elle soutient, troisième mandat, quatrième mandat, cinquième mandat peut-être, dans la démarche de FCE notamment, qui est un peu l'élite des capitaines d'industrie. Est-ce que vous pensez qu'on n'est pas arrivé à un moment où la question se pose de savoir si la bourgeoisie algérienne n'a pas plutôt intérêt à se débarrasser de Abdelaziz Bouteflika ? Vous savez, il faut nuancer. Il y a deux types de bourgeoisie. Il y a la bourgeoisie où les petits bourgeois ou les PME, plutôt que je préfère parler de PME que de parler de bourgeoisie, qui sont besogneuses, industrieuses et qui sont pleines d'idées, mais qui sont entravées dans leur développement. Et il y a une oligarchie, c'est-à-dire un petit nombre de privés, qu'on peut appeler bourgeoisie comprador, qui se nourrit de la dépense publique et des chantiers publics et qui, elle, ne crée pas de richesse. Mais elle peut avoir vocation à se diversifier. Quand on va citer M. Ali Haddad et son entreprise, qui a beaucoup vécu du budget de l'État, mais qui a aujourd'hui vocation à se diversifier, peut-être à faire des activités qui sont différentes et qui pourraient gêner. Par exemple, il veut aller dans le transport aérien, c'est bloqué, dans le transport maritime, c'est bloqué. Il veut des radios. Il veut que ça soit ouvert. Ça nous intéresse, nous, à Radio M. C'est bloqué. Est-ce que cette frange de la bourgeoisie qui a porté Bouteflika, qui nous l'a imposé pendant toutes ces années, mais pas seulement elle, est-ce qu'aujourd'hui, elle n'est pas finalement freinée ? Est-ce que ce ne serait pas le temps de regarder autrement les choses ? Permettez-moi de rire de ce à quoi je viens de penser. Je voulais développer le concept de bourgeoisie comprador qui se nourrit de la dépense publique et des importations. C'est leur cas. Ils sont devenus très, très riches, et les autres. Et finalement, ce qui m'a fait rire, c'est de penser que la question devrait être posée différemment. Ils sont devenus le pouvoir, c'est Hassan. À ce point ? Ils sont devenus le pouvoir. Bien sûr, aujourd'hui, bien sûr, regardez, pourquoi donc le FCE, dont je récuse qu'il puisse représenter les vraies entreprises en nombre et en qualité, ce FCE, son existence, sa nature est calquée sur celle du pouvoir. Il a fini par se confondre avec le pouvoir au point de marcher comme Jamal Ould Abbas, comme Saïdani, comme tout le monde, 4e mandat, 5e mandat, 6e mandat. C'est pour ça que je dis, mais s'ils étaient réellement une classe d'entrepreneurs, ils réfléchiraient autrement. Ils se diraient, est-ce que une autre forme de gouvernance ne peut pas nous apporter plus de marge de manœuvre. C'est arrivé en Corée du Sud où le régime de Park a fini par être lâché par une partie de la bourgeoisie sud-coréenne et dans d'autres pays. Bravo. Il serait par exemple pour le changement, pour les réformes structurelles, et il le ferait savoir, et nous on le saurait. On saurait qu'ils veulent ça. Ils iraient vers... Ils le disent en privé, M. Bounouari. On ne va pas citer de nom, mais ils le disent en privé. Ils demanderaient une réforme de la fiscalité. Pas seulement, parce que la fiscalité, à la limite, s'ils pouvaient avoir zéro fiscalité, ils seraient preneurs. Par contre, ils demanderaient à être taxés. Bill Gates a dit que je ne paye pas assez d'impôts. Vous en connaissez beaucoup des entreprises algériennes du FCE qui trouvent qu'ils ne payent pas assez d'impôts. Vous croyez qu'ils n'ont pas assez gagné d'argent ? Ils ne sont pas assez nourris sur la bête ? N'est-il pas temps pour eux de redonner un peu ? Mais pour autant, je ne les accable pas. Je ne les accable pas parce que je voudrais quand même qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas un danger, mais une chance
pour l'économie nationale, pour autant qu'ils dissocient le pouvoir politique de leur activité en tant qu'entreprise. Ils gagneraient au change. Ils pourraient avoir, en ayant une monnaie convertible, avec une fiscalité adaptée, ils retrouveraient une liberté qui leur permettrait de performer infiniment plus et en payant plus d'impôts, s'il le faut, puisqu'ils ne voileraient pas une partie de leur activité. Ils n'exporteraient pas illégalement, comme ils le font, des capitaux à l'étranger sur lesquels ils ne payent pas d'impôts. Bref, je demande à ces bourgeois, je demande à ces entreprises de devenir des entreprises patriotes. Je n'irai pas jusqu'à devenir des entreprises citoyennes, mais des entreprises patriotes et se joindre à l'opposition et non pas agir contre l'opposition pour qu'on ait les changements que nous souhaitons pour le bien du pays et pour leur bien aussi. Alors, la bourgeoisie algérienne, en tous les cas, dans sa partie, celle dont nous discutons depuis quelques minutes, rejoindre l'opposition, je ne suis pas le seul à rêver dans cette émission, mais ce n'est pas un problème. Nida El Watan n'a pas reçu d'agrément. Pourquoi ? Vous êtes son président, on va dire un mot là-dessus, oui, avant d'engager la discussion sur l'opposition et son programme économique. Oui. Fort heureusement, l'opposition reconnaît Nida El Watan comme une part entière d'elle-même, de l'opposition, parce que finalement, le déni de justice dont nous sommes victimes, nous sommes les seuls qui n'avons pas été autorisés à déposer notre dossier. Ce n'est pas qu'ils ont accepté le dossier et qu'ensuite ils ont dit qu'il n'est pas complet. Ils ont donné instruction au ministère de l'Intérieur, malgré tous mes appels radiophoniques, télévisuels, écrits, les lettres recommandées que j'ai envoyées. Ils font la sourde oreille et ils espèrent simplement que la classe politique oublie Nida El Watan. Ils nous ont tués politiquement, mais fort heureusement, la classe politique considère Nida El Watan comme un membre à part entière, donc ce qui me permet de répondre à votre question. Alors, nous l'avons constaté samedi dernier, j'étais présent donc à la salle de l'Algérie. Vous étiez à cet événement important, donc le 7e anniversaire de Djil Jadid, et il a été question, c'est la proposition notamment de Soufiane Djilali, le président de Djil Jadid, de construire un programme collectif, un programme commun de l'opposition, voir ensuite s'il doit être porté par un candidat unique. C'est le deuxième étage de la fusée, c'est un peu plus compliqué. Mais restons-en en ce moment au programme commun. Qu'est-ce qui pourrait être la confluence de ce programme commun au niveau institutionnel ? Nous évoquerons les questions économiques après. Oui, l'opposition a considéré jusqu'ici que le problème principal est de faire partir le régime ou, en d'autres termes, d'œuvrer pour une transition démocratique pacifique. Tout ce qu'elle a fait jusqu'ici s'inscrit dans ce cadre. Rappelez-vous Mazafran 1, Mazafran 2, rappelez-vous la CLTD, rappelez-vous l'IXO, etc. Les divergences ressenties ou les potentiels ont fait qu'on a refusé d'aborder d'autres questions qui pouvaient fâcher, y compris la question de savoir s'il fallait avoir une position commune pour les élections, aller ou pas aux élections communales, régionales, d'abord législatives. D'abord législatives en mai 2017. Il a été sagement décidé qu'on ne se fâcherait pas pour cette raison. D'accord. Je comprends d'autant moins qu'aujourd'hui, ça se soit délité. Mais enfin, si aujourd'hui l'opposition, comme elle semble vouloir le faire, reprenait le chemin du dialogue, pour ce qui sera probablement le cas à l'approche des élections de 2019, je ne saurais trop recommander d'inclure les questions économiques dans ces plateformes, afin non pas d'aboutir à un programme commun, mais partager des préoccupations communes et insister sur le danger que représentent pour l'avenir du pays les politiques économiques qui marchent sur la tête. Alors, ce serait quoi, pour finir en quelques mots, M. Ali Benouari, un programme commun, les points minimaux sur lesquels l'opposition pourrait se mettre d'accord pour un mandat de transition démocratique ? On pourrait imaginer, évidemment, c'est très difficile et délicat d'en parler maintenant, d'autant plus que moi-même, je n'y ai pas suffisamment réfléchi, mais il me semble qu'il y a des questions pérennes qui transcendent les partis, qui pourraient être facilement abordées. Par exemple, la question du marché noir, la question de l'évasion des capitaux,
la question du sempiternel problème du double taux de change. Personne ne parle de cela alors que c'est une des sources principales des dysfonctionnements économiques, dans le sens où ils empêchent ce taux de change, ce maudit système empêche l'utilisation rationnelle d'une ressource rare qui est la devise. On la jette par la fenêtre. On a compris, vous l'avez développé pendant l'émission, mais ma question c'est est-ce que vous avez bon espoir de rallier vos amis de l'opposition sur des points qui sont quand même un petit peu en pointe? Oui. Qui sont les vôtres. Oui, je pense. Comme la problématique de la justice, etc. Oui, je pense que oui. Je pense que c'est l'une des questions qui pourrait faire l'objet d'un consensus. Et vous avez raison de l'évoquer, parce que c'est vous qui l'avez évoqué. Je vous rends grâce de l'avoir fait. Je pense que ça ne mange pas de pain, que ça ne peut que faire du bien, puisque ça montrera qu'au-delà de la préoccupation commune de vouloir... de faire partir ce régime pour avoir un régime démocratique, il y a aussi des préoccupations communes à tous les Algériens qui sont les questions économiques. Monsieur Ali Benouari, merci beaucoup d'avoir été notre invité. On a dépassé le temps parce que c'était extrêmement intéressant. Prochain rendez-vous donc dans un forum de l'opposition. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci d'avoir été notre invité. Merci. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.